Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à nous intéresser à la question du financement des acteurs économiques, en commençant par les ménages. Nous avons donc vu comment calculer le revenu disponible des ménages, que ce revenu disponible était partagé entre consommation et épargne, que l'épargne pouvait être utilisée pour réaliser des investissements, qu'en comparant l'épargne des acteurs économiques à leurs investissements, on calculait soit leur capacité de financement, si l'épargne est supérieure aux investissements, ou leurs besoins de financement, si les investissements sont supérieurs à l'épargne. Et donc on a vu que dans l'ensemble, les ménages ont plutôt une capacité de financement, alors que par exemple les entreprises ou les administrations publiques ont plutôt un besoin de financement. Évidemment, ce sont des chiffres agrégés, généraux. Vous avez des ménages qui sont plutôt en besoin de financement, parce qu'un ménage par exemple accède à la propriété, et des entreprises qui sont en capacité de financement. Mais là finalement, on a un problème. D'un côté, on a des acteurs qui ont des besoins de financement, de l'autre, des acteurs qui sont en capacité de financement. Des acteurs qui ont besoin de fonds et des acteurs qui ont des fonds et qui ne savent pas exactement quoi en faire. Et qui préféraient sûrement que ces fonds leur rapportent. Donc comment est-ce qu'on fait pour organiser la rencontre entre ces besoins et ces capacités de financement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En économie, la réponse est simple. Quand on a des acteurs qui ont quelque chose et d'autres acteurs qui ont besoin de cela, on organise la rencontre sur un marché. En l'occurrence, ce qu'on va appeler le marché des fonds prêtables. Et comme sur tous les marchés, il y a donc une offre, une demande et un prix. L'offre de fonds prêtables, elle vient donc des acteurs en capacité de financement, les prêteurs. A l'inverse, la demande de fonds prêtables, elle vient des acteurs en besoin de financement, les emprunteurs. Et donc, cette rencontre entre offre et demande aboutit à la définition d'un prix d'équilibre qui, en l'occurrence, correspond sur le marché des fonds prêtables à ce qu'on appelle le taux d'intérêt, qu'on donne donc I. Si on devait définir le taux d'intérêt, on pourrait dire tout simplement que le taux d'intérêt est le prix du financement. Je répète, le taux d'intérêt est le prix du financement. Et comme n'importe quel prix, cela signifie que c'est un coût pour les personnes du côté de la demande, en l'occurrence les emprunteurs, mais une rémunération pour les personnes du côté de l'offre, en l'occurrence les prêteurs. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus ça va coûter cher d'emprunter de l'argent. Mais en même temps, plus le taux d'intérêt est élevé, plus ça va vous rapporter de prêter de l'argent. Ce qui signifie logiquement, et ça se déduit tout simplement de la lecture du graphique, que quand le taux d'intérêt augmente, la demande de fonds va diminuer, parce que ça va coûter plus cher d'emprunter, donc on va vouloir moins emprunter, mais à l'inverse, l'offre de fonds va augmenter. Vu que ça rapporte plus prêter de l'argent, on va être plus prêt à prêter de l'argent en disant bon voilà, je peux prêter des sommes que je n'aurais peut-être pas prêtées auparavant, parce que là, je sais que ça va me rapporter pas mal. Évidemment, dans tout prêt, il y a un décalage entre le moment où l'argent est prêté et le moment où il est remboursé. Supposons que vous prêtez 10 000 € à un ou une amie et que vous récupérez cette somme 10 ans plus tard. En termes de pouvoir d'achat, elle n'aura pas la même valeur. Avec ces 10 000 €, vous ne pouvez pas consommer la même quantité de biens et de services que ce que vous pouviez consommer 10 ans auparavant. Pourquoi? À cause de l'inflation. En l'occurrence, l'inflation désigne l'augmentation généralisée et continue des prix. Je répète, l'inflation désigne l'augmentation généralisée et continue des prix. En gros, pour mesurer le taux d'inflation dans une économie, on va regarder comment évoluent les prix des différents biens et services et on va faire la moyenne. Donc peut-être qu'il y aura des prix qui auront fortement augmenté, d'autres qui auront fortement diminué, et en faisant cette moyenne, on obtiendra le taux d'inflation.
Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est généralisé, parce qu'on ne se concentre pas sur l'augmentation du prix d'un produit ou d'un type de produit. On regarde l'ensemble des biens et services dans une économie et continue pour dire que c'est pas une crise ponctuelle ou même une baisse, ça pourrait être une baisse, dans ce cas on parlerait de déflation, donc on ne va pas parler de déflation lorsqu'il y a les soldes par exemple, puisqu'on va regarder vraiment à 2 moments de l'année comparables quels sont les prix proposés. Et donc vous comprenez bien que plus le taux d'inflation est élevé, plus les prix augmentent rapidement, moins la somme que vous avez prêtée il y a 10 ans et que vous récupérez va valoir en termes de pouvoir d'achat, et en fait plus elle va perdre en termes de pouvoir d'achat. Plus les prix augmentent, plus une somme va, finalement la même somme de monnaie en termes nominal va correspondre à une quantité de biens et de services de plus en plus faible. C'est pourquoi, quand on accorde un prêt, notamment qu'on détermine le taux d'intérêt associé à ce prêt, il faut prendre en compte le taux d'inflation. Plus vous pensez que l'inflation va être forte et que les prix vont augmenter rapidement, plus vous allez demander un taux d'intérêt élevé pour compenser justement le fait que vous renonciez à une certaine somme et que cette somme, vous ne la récupérez que plus tard alors qu'elle aura perdu en termes de pouvoir d'achat. Donc vous dites, finalement, pour compenser cette perte de pouvoir d'achat, le fait que si on me rend juste la somme telle qu'elle, et je pourrais consommer moins de biens et de services avec, il faut qu'on me donne un peu plus, et donc je vais demander un taux d'intérêt, surtout du coup si on anticipe de l'inflation élevée, un taux d'intérêt élevé. Et pour savoir concrètement, si prêter de l'argent va plutôt vous rapporter en termes de pouvoir d'achat, va plutôt vous coûter en termes de pouvoir d'achat, on va calculer ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. On va distinguer du taux d'intérêt nominal, qui est en gros le taux d'intérêt qui apparaît sur les documents associés au prêt, qui est un peu le taux d'intérêt officiel. Mais juste, voilà, celui qui apparaît sur les papiers, donc ça c'est le taux d'intérêt nominal, et nous on veut savoir qu'est-ce qu'il vaut vraiment en termes de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, voici en fait la définition du taux d'intérêt réel, qui est très simple, à peine plus compliquée que celle du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, tout à l'heure, on a dit que c'était le prix du financement. Et bien, le taux d'intérêt réel, c'est le prix du financement en termes de pouvoir d'achat. Je répète, le taux d'intérêt réel désigne le prix du financement en termes de pouvoir d'achat. Et pour calculer ce taux d'intérêt réel, on va tout d'abord prendre en compte le taux d'intérêt nominal, celui qui apparaît sur les papiers, et on va enlever le taux d'inflation. Par exemple, si vous avez un taux d'intérêt nominal de 5% et que le taux d'inflation est de 2%, le taux d'intérêt réel sera de 3%. Car oui, en effet, c'est une des rares situations où on peut faire une soustraction entre deux pourcentages et obtenir un résultat en pourcentage et pas en point de pourcentage. Mais c'est une exception. Généralement, vous faites une soustraction entre deux pourcentages, vous allez plutôt avoir un résultat en termes de points de pourcentage. Donc, en gros, dans cette situation où le taux d'intérêt réel est de 3%, il est positif, ça veut dire que certes, vous ne gagnez pas 5% en plus par rapport à la somme que vous avez prêtée, mais en termes de pouvoir d'achat, vu qu'il faut aussi enlever le fait que les prix ont augmenté, vous allez quand même gagner. La somme que vous allez récupérer une fois que le prêt sera totalement remboursé, elle vous permettra de consommer plus de biens et de services que ce que vous aviez prêté en premier lieu. Évidemment, vous pouvez aussi avoir un taux d'intérêt réel négatif, si le taux d'inflation est plus important que le taux d'intérêt nominal. En gros, si les prix augmentent plus rapidement que le taux d'intérêt nominal et que ce qu'on avait anticipé. Par exemple, supposons que le taux d'intérêt nominal était de 2% et que le taux d'inflation est de 3%, vous allez avoir un taux d'intérêt réel de moins 1%. Ça signifie que la somme que vous allez récupérer une fois que le prêt sera totalement remboursé, elle vous permettra finalement de consommer moins de biens et de services que la somme que vous avez prêtée en premier lieu. Et vous allez donc en fait être perdant en termes de pouvoir d'achat. Alors évidemment, sur le papier, puisqu'on a un taux d'intérêt nominal qui est positif, évidemment, ça veut dire que
vous allez récupérer plus d'argent que ce que vous aviez prêté. Supposons que vous aviez prêté 10 000 euros, vous allez récupérer, pour faire simple, 10 200 euros. En réalité, c'est pas exactement comme ça qu'on calcule les taux d'intérêt d'un prêt, mais vu qu'on n'est pas en cours de maths, on va mettre ça de côté. Donc vous récupérez 10 200 euros alors que vous avez prêté que 10 000 euros. Donc vous vous dites, bah tiens, j'ai récupéré plus d'argent que ce que j'avais prêté, je suis gagnant. Sauf que entre temps, les prix ont augmenté et en fait, quand vous regardez la quantité de biens et de services que vous pouvez consommer, vous vous rendez compte que vous pouvez consommer moins de biens et de services qu'il y a 10 ans avec vos 10 000 euros. La formule pour calculer le taux d'intérêt réel, on peut la noter aussi R est égal I moins pi. R représentant donc le taux d'intérêt réel, I le taux d'intérêt nominal et pi le taux d'inflation. Donc ça voilà, c'est les écritures courantes qu'on peut trouver dans des manuels d'économie. En dehors du taux d'inflation, différents facteurs vont influencer le taux d'intérêt. À commencer par le risque de crédit. Le risque de crédit, c'est tout simplement le risque qu'un prêt ne soit pas totalement remboursé. Je répète, le risque de crédit est le risque qu'un prêt ne soit pas totalement remboursé. Et donc on comprend bien que plus ce niveau de risque est élevé, plus on prête de l'argent à quelqu'un qui a de grandes chances de ne pas nous rembourser, plus le taux d'intérêt va être élevé pour compenser cette prise de risque. Finalement, si vous êtes quelqu'un qui présente un niveau de risque assez élevé, à qui on n'a pas envie de prêter de l'argent parce qu'on sait qu'on a de bonnes chances de ne pas se faire rembourser, de ne pas récupérer totalement cette somme, le seul moyen de pousser des gens à quand même vous prêter de l'argent, c'est de les inciter financièrement en leur promettant des sommes plus importantes et donc grâce à un taux d'intérêt plus élevé. Ce qui fait que si finalement cette personne réussit à vous rembourser totalement, votre prise de risque sera récompensée par justement une somme que vous récupérez à la fin qui est plus importante. Et le taux d'intérêt plus élevé peut aussi faire en sorte que vous n'allez peut-être pas récupérer toute votre somme à la fin, parce qu'en fait il n'y aura pas justement un remboursement complet de ce prêt, mais ce sera compensé, vous aurez quand même récupéré une partie de cette somme grâce aux intérêts élevés que vous avez récupérés. Autre facteur du taux d'intérêt, la durée du prêt. En gros, plus on prête pour longtemps, plus on va demander un taux d'intérêt élevé. Et ce finalement pour deux raisons. Plus vous prêtez sur une longue période, plus vous prenez un risque que la situation change et que vous ne puissiez pas avoir un remboursement complet. Donc, puisque une durée du prêt plus élevée est associée à un risque plus élevé, le taux d'intérêt va augmenter. Mais aussi, et peut-être plus sûrement la meilleure explication, c'est le fait que vous renoncez à la somme que vous prêtez pendant une plus longue période. Donc il faut compenser plus fortement le taux d'inflation et l'augmentation des prix. Donc, du coup, un taux d'intérêt plus élevé. Alors après, par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que emprunter sur une plus longue période, du côté de l'emprunteur, ça va quand même vous permettre de diminuer les mensualités. Car même si le taux d'intérêt va être plus élevé, vu que tout le capital que vous avez remboursé et plus les intérêts, c'est étalé sur une plus longue période, c'est divisé sur plus de mois, ça va vous permettre de diminuer les mensualités. Donc en fait, voilà, vous avez toujours le choix quand vous faites un emprunt de dire est-ce que j'emprunte plutôt sur une courte période et donc je serai plus rapidement débarrassé de mon emprunt, et je vais aussi pouvoir avoir un taux d'intérêt plus faible, mais ça veut dire que chaque mois je devrais payer une somme plus importante. Alors que si j'emprunte sur une plus longue période, si j'emprunte par exemple sur 20-25 ans au lieu d'emprunter sur 10-15 ans, là je vais clairement pouvoir chaque mois payer moins et donc ce sera peut-être plus facile aussi au niveau de mon niveau de vie. Voilà, c'est tout pour cette journée et je vous souhaite donc une bonne journée.